J'espère que vous avez passé une agréable après-midi. Je pense qu'on en ressort à date avec des idées plein la tête. Les idées sur l'entrepreneuriat, les idées sur le rôle de l'avocat dans la société d'aujourd'hui avec les nouveaux paramètres qui s'installent, les nouvelles attentes des citoyens. Donc, oser entreprendre, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui, les résistances et les opportunités. Puis peut-être pour commencer, j'aimerais savoir qui vous êtes. Qui sont des salariés ici? Faites le tour, regardez les mains levées. De beaucoup. Qui sont des travailleurs autonomes? Et qui sont des entrepreneurs? Là, je vois des mains qui font « est-ce que je peux me qualifier d'un entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? Est-ce qu'être travailleur autonome, c'est être entrepreneur? » On voit qu'effectivement, la question est légitime. Quand on regarde les statistiques du baromètre 2015, donc les statistiques du barreau du Québec, on voit qu'il y a peu d'avocats qui sont entrepreneurs. Ici, on énumère les statistiques sur le statut des avocats qui sont membres du barreau. Et on remarque que 55% des membres du barreau sont des avocats salariés. Seuls à leur compte ou en société de dépenses, donc on peut les qualifier de travailleurs autonomes, on a 23% des membres du barreau. Donc, on remarque quand même que c'est une forte proportion des avocats qui sont soit salariés ou à leur compte comme travailleurs autonomes. Entreprendre, c'est quoi? Puis d'ailleurs, Mitch Garber a abordé la question un petit peu, j'étais content. Lui, il a dit, les gens me disent « Ah, t'es un entrepreneur, c'est le fun, t'as l'air de bien réussir. » Il est mal à l'aise avec ça. Pourquoi il est mal à l'aise avec ça? Ce qu'il nous dit, c'est que au fond, lui, il ne pense pas que c'est vrai. Il n'est pas nécessairement entrepreneur parce qu'il n'a jamais créé son entreprise. Il a toujours participé à une entreprise qui était déjà existante. Et on ne se cachera pas qu'il y a du talent quand même pour propulser une entreprise déjà existante. Mais c'est une particularité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on crée une entreprise à partir d'une vision qu'on a, de valeurs qu'on souhaite mettre de l'avant et défendre. Et l'entrepreneur, au quotidien, il doit réellement positionner son entreprise sur un marché. Il doit parfois mettre son chapeau d'avocat pour faire des opérations, traiter les dossiers de clients. Et à d'autres moments, il va mettre un chapeau pas mal plus marketing, développement d'affaires, développement d'entreprise et positionnement de son entreprise sur le marché pour créer une perception du public envers notre entreprise. C'est un peu ce que je fais, moi, au quotidien. Je me présente Stéphane Verhoeven, je suis avocat et je suis également entrepreneur dans le domaine juridique. J'aime bien dire entrepreneur juridique, mais en même temps, on dirait que ça sort, tu sais, on n'entend pas ça. Entrepreneur juridique, ça sort d'où? Mais bon, je me plais à dire ça. Puis d'ailleurs, c'est une réalité qui est de plus en plus fréquente. Les nouvelles attentes des justiciables requièrent une présence entrepreneuriale sur le marché. Et quand on regardait les statistiques tout à l'heure, on voyait qu'au niveau de la présence entrepreneuriale, on pouvait dire travail autonome, est-ce que c'est un entrepreneur? Il y a quand même 23% des membres du barreau qui sont entrepreneurs. Je crois que là, puis ça, c'est pas une étude, mais bon, ma perception, c'est que le travailleur autonome développe sa pratique et l'entrepreneur développe une entreprise. Donc, on va beaucoup plus loin que simplement opérer. On engage des avocats pour faire croître une entreprise, pour ouvrir des succursales un petit peu partout, etc. Donc, pour continuer un petit peu sur mon parcours, je possède un cabinet d'avocats à Lévis. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Lévis. Moi, je viens de Québec. C'est la rive sud de Québec. Et ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Puis depuis, on a une équipe d'une dizaine, en fait 7 avocats, et puis des techniciens juridiques, personnel de soutien. Également, j'ai lancé avec mon associé Alexandre Dufresne le service petitecréance.ca. Vous avez peut-être entendu parler du service qui offre, c'est un service en ligne d'aide, en fait, pour les dossiers de petites créances. Donc, c'est du droit en ligne qui fonctionne par le biais d'une plateforme client d'échange. Également, on a développé une plateforme de gestion de cabinet d'avocats. Donc, c'est un réel logiciel, entre guillemets. C'est un logiciel qui permet de traiter, que ce soit en fait la comptabilité, la gestion
Tout ça adapté au code de déontologie et aux normes de pratique de l'avocat. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est actuellement, est-ce que c'est un bon moment pour entreprendre? Puis quand on regarde les statistiques du barreau, encore une fois, on remarque que davantage de clients font des pressions sur les coûts et les délais. 59% des gens dénoncent ça comme une nouvelle attente en matière de justice. 47% des clients veulent davantage de services juridiques et 53% des clients demandent davantage de résultats. Ce sont des nouvelles attentes, puis qui dit nouvelles attentes, dit nouvelles opportunités d'affaires. Et si on pousse plus loin encore l'analyse, on remarque que les gens, les justiciables, sont de plus en plus axés vers le web. Ici, les statistiques qu'on a, c'est des statistiques qui datent quand même de 2013, mais bon, c'est quelle est la source qui est consultée en premier par le justiciable lorsqu'il fait face à un problème juridique. On remarque que parents, amis, c'est 48%, avocat notaire, 37%, Internet, 20%. Quand même, en 2013, on peut penser qu'aujourd'hui, le pourcentage est peut-être bien davantage parce qu'on a mis en place des plateformes d'information, d'éducation du citoyen comme Éducalois, petiteclasse.ca aussi, entre autres. Donc, on remarque que le web prend de l'importance dans le marché. Qui dit web dit une clientèle beaucoup mieux informée parce qu'elle possède des ressources, dit consommation en ligne. Puis ça, la consommation en ligne, comment on peut entrevoir ça, de vendre des services juridiques en ligne? Aujourd'hui, le contexte, là, moi, si j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, bon, je vais aller magasiner en ligne, je ne connais pas le vendeur, je ne sais pas s'ils sont beaux dans les faits, je ne sais pas s'ils vont me faire, mais je les achète pareil, puis je passe une transaction de 200 $ en ligne, puis les souliers arrivent quelques temps plus tard. Ma seule préoccupation, c'est quand est-ce que mes chaussures vont arriver. C'est rendu ça aujourd'hui, la société. On est prêt à acheter en ligne, et donc, pourquoi ne pas profiter de ce momentum pour offrir des services juridiques en ligne? Le monde change. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez constaté. Le monde change et c'est le moment d'entreprendre. C'est le moment d'entreprendre, mais, on entend souvent ça, mais entreprendre, c'est risqué. Quel projet je veux lancer? Est-ce que je vais y arriver? On appelle ça des facteurs de résistance à l'entrepreneuriat. Donc, ça freine le développement de nouvelles initiatives. Mais à l'inverse, on a tellement d'opportunités dans notre marché, puis s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça, c'est que le marché juridique est inexploité, les technologies ne sont pas encore intégrées, le modèle d'affaires majoritaire est celui de la facturation à l'heure. Écoutez, on a le champ libre pour développer des nouvelles initiatives. Oser entreprendre, c'est mettre de côté les résistances pour saisir les opportunités. Puis, je me suis amusé à énumérer, à vous proposer 4 facteurs de résistance qui sont un peu, qui s'adaptent bien au domaine juridique. En fait, c'est ce que j'entends le plus souvent dans mes échanges avec les gens. Donc, le premier et non le moindre, vu qu'on l'entend le plus souvent, c'est le risque financier. Évidemment, quand on se lance en affaires, il y a toujours un risque. Puis, il y a un risque financier, effectivement. Mais je veux porter une chose à votre attention. Le domaine juridique, là, c'est un modèle d'affaires qui est simple, en fait, quand on pratique le droit, c'est simple. Les coûts d'exploitation sont peu élevés. On s'entend qu'opérer un cabinet, on n'a pas besoin de rouler du stock dans notre entreprise, on n'achète pas de l'inventaire, puis là, on essaie de l'écouler, puis là, le cash flow va peut-être mourir là parce qu'on ne réussira pas à l'écouler dans les délais qu'on avait prévus. Non, on vend du temps, on vend de la connaissance. On a quelques outils technologiques à l'interne, des ordinateurs, on a du capital humain, des livres, etc., mais ça ne représente pas des gros investissements. Ça, c'est dans le modèle d'affaires traditionnel. Mais évidemment que le marché auquel on fait face aujourd'hui, c'est un marché où on prône beaucoup l'intégration des technologies. Donc, qui dit développer des technologies, bien là, c'est sûr que le risque financier est quand même plus important en matière de recherche et développement. Mais à l'inverse, il faut comprendre que notre marché est tellement favorable, le timing est tellement bon pour lancer des initiatives
que quelque part, ce n'est pas une garantie de succès, là, mais quelque part, on augmente nos chances de succès, puis on n'a pas de concurrence sur le marché. Quand on a lancé petitecréance.ca, on était les seuls à offrir une plateforme d'avocats en ligne. L'avocat en ligne, puis axé sur les petites créances en plus, on était les seuls. Et là, on s'est dit, ben là, on a un bon 6 mois, on va être les seuls. Il faut spinner la machine, puis il faut l'implanter sur le marché pour être certain de se carrer, puis que les gens parlent de nous, puis que les gens utilisent nos services. Fait que ce marché favorable-là vient atténuer un petit peu le risque financier parce qu'il y a quand même un contexte là, qui favorise l'entrepreneuriat et les nouvelles initiatives. Une autre chose que j'entends souvent chez les jeunes avocats comme moi, comme vous, c'est que le domaine juridique, c'est donc conservateur. Comment veux-tu avancer dans ce domaine-là avec le code de déontologie, etc.? La question qu'on se pose comme jeune avocat, souvent, c'est j'envisage l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a de la place pour moi sur le marché? Comment les autres vont me percevoir, le petit jeune ou la petite jeune qui veut se lancer puis révolutionner les affaires dans un domaine où le mérite a toujours été donné aux avocats seniors, puis le chemin a toujours été tracé vers l'avocat qui s'en va en contentieux ou en cabinet et qui, au bout de 10 ans, va devenir associé, etc. C'est un peu un modèle qui existe depuis des générations. Donc, c'est un domaine qui est effectivement conservateur, puis on peut se demander comment les confrères vont percevoir mon entreprise, puis mon projet d'entreprise dans ce domaine conservateur-là, est-ce qu'il va être difficile à implanter? Est-ce qu'une fois, je vais avoir la meilleure idée du monde, mais encore faut-il qu'elle s'implante sur le marché pour que ça fonctionne. Dans un domaine conservateur, c'est des questions qui se posent, puis quand on parle d'implantation de son projet d'affaires sur le marché juridique, je vous propose 3 facteurs de succès. En guillemets, j'avais appelé ça peut-être des facteurs de succès, mais c'est non garanti, évidemment, mais ça aide. Donc, si on a un projet d'affaires qui répond à un besoin réel, donc, il y a un marché, il y a de la demande, il faut une offre. Si on arrive avec un produit qui répond à un besoin réel, évidemment que les gens n'auront pas le choix de s'en emparer s'il n'y a pas de concurrence. Donc, c'est beaucoup plus facile d'implanter son produit quand il répond à un besoin réel. Ça va un peu de soi. Anticiper la résistance au changement également, c'est un autre facteur de succès. Puis on l'a entendu tout à l'heure dans une des conférences. C'est possible d'implanter des projets par phase successive pour éviter de faire un choc trop drastique. Puis, s'il y a un choc trop drastique, ça peut planter le projet. Quand on arrive avec un projet qui est trop innovateur, par exemple l'intelligence artificielle, qui semble-t-il est déjà disponible comme technologie, si on essaie d'implanter ça demain matin, qu'est-ce que ça va faire, vous pensez? Ça va crasher parce que c'est un changement qui est trop significatif. Il faut l'implanter par phase successive. Donc, la résistance au changement, c'est ça, c'est qu'en implantant par phase successive, on risque moins de se faire opposer que le projet est un petit peu trop ambitieux. Puis ouvert à la critique et à l'amélioration dans un domaine conservateur comme le domaine du droit, évidemment, quand on arrive avec quelque chose de nouveau, il faut être ouvert à recevoir les critiques et à prendre ça comme constructif et non négatif. Donc, à ce moment-là, on améliore notre produit selon les feedbacks qu'on a de la clientèle et des avocats. Donc, ça peut peut-être venir tempérer vos craintes, là, ça, au niveau du domaine qui est conservateur, du domaine conservateur qui est le domaine juridique. La peur de l'inconnu, c'est un autre élément aussi qui nous freine peut-être à développer des projets d'affaires dans le domaine juridique, c'est qu'on n'a pas vraiment de modèle d'entrepreneur juridique. Le Mitch Garber, on le perçoit comme un homme d'affaires à succès, mais on ne le perçoit pas comme un avocat entrepreneur. Ce n'est pas le premier réflexe. Donc, ça nous prend des modèles d'affaires qui dégagent le succès ou qui ont eu du succès. Et donc, ça peut nous conditionner finalement à... excusez-moi mon idée, je la perds. Mais c'est ça. Donc, l'absence, je vais passer au point d'après. L'absence de formation sur l'entrepreneuriat juridique, évidemment, quand on sort de l'école, la voie toute tracée, c'est celle des contentieux, des cabinets. Donc, on n'a pas vraiment à l'école de formation sur c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi les autres alternatives qui s'offrent à nous, qui sont des alternatives à la pratique du droit. Donc,
On peut penser aujourd'hui qu'un changement se fait sentir. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des nouvelles façons de voir les choses qui sont en train de s'implanter sur le marché. Et des indicateurs de changement, bien, on va en énumérer quelques-uns. La modernisation des tribunaux qui est amorcée. Il y a certaines cours qui sont numériques, comme la cour à Québec, la cour municipale de la Ville de Québec. Il y a par exemple, au tribunal administratif du travail, la division, l'ancienne CLP, c'est rendu avec une plateforme d'échange de documents, etc. Donc, on voit, puis il y a aussi le nouveau code de procédure civile, en passant, il faut le dire. Donc, tout ça démontre que les tribunaux sont en train de se moderniser. L'Ordre professionnel du barreau du Québec est également en mouvement. Si on organisait un événement comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont quand même quelque part à cœur de promouvoir l'entrepreneuriat juridique puis l'intégration des technologies dans la pratique. On voit aussi des initiatives technologiques à succès. Donc, par exemple, l'Office de la protection du consommateur qui a développé une plateforme de règlement des litiges en ligne. On voit que c'est de plus en plus courant. Il y a On Règle aussi, qui est une autre initiative qui semble bien fonctionner. Donc, la multiplication des initiatives à succès va finalement démontrer qu'il y a un changement concret de valeur. Maintenant, je vous propose de regarder certaines opportunités que le marché nous offre. Puis pour comprendre, pour bien cibler les opportunités, il faut comprendre les marchés. Généralement, quand on parle d'entrepreneuriat juridique, là, on a toujours tendance à penser comment on peut pratiquer le droit. Donc, comment on peut s'adresser aux citoyens. Citoyens, là, au fin de ma conférence, étant entreprise et personnes physiques. Donc, il y a le marché du citoyen. On peut développer des initiatives qui s'adressent à eux. On peut développer des initiatives qui s'adressent aux avocats aussi. On verra un petit peu plus loin comment ça peut se matérialiser. Et également le marché des legal tech, qui est carrément le développement de technologies. Quand on regarde le marché du citoyen, évidemment que la pratique du droit va quand même rester un marché. C'est quand même la raison pour laquelle on se fait former. Mais aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires pour les cabinets d'avocats qui sont axés sur les coûts, par exemple. On remarque qu'il y a des modèles d'affaires qui sont, en fait, des cabinets qui offrent des services forfaitaires de plus en plus, pourcentage, qui est un peu qui était déjà présent dans certains domaines de droit. Mais, donc, il faut essayer de voir comment on peut pratiquer le droit en offrant des services différents. Puis d'ailleurs, un des services qui peut peut-être être, si je fais une proposition, à explorer, c'est l'accompagnement juridique. Puis ça, je le définirais comme accompagner les gens qui se représentent seuls devant le tribunal, selon les statistiques du barreau. Je n'ai pas les chiffres exacts par contre, là, ça me vient en tête comme ça, mais il semble que de plus en plus de gens sont appelés à se représenter seuls devant le tribunal. Donc, est-ce que c'est pas possible de développer une entreprise qui va coacher ces gens-là? C'est une nouvelle offre de services juridiques. Puis également, on a parlé tout à l'heure, les cabinets d'avocats qui sont émergents sont axés sur le branding beaucoup aussi et le marketing. On l'a vu dans la conférence tout à l'heure. Donc ça favorise un positionnement différent sur le marché par rapport aux cabinets qu'on connaît déjà. Information du public, c'est un marché ça. Il y a de plus en plus de gens utilisent le web, on l'a vu tout à l'heure. Donc comment on peut créer une entreprise qui fournit aux gens de l'information juridique, des modèles de contrat, de procédures, etc. C'est un autre des marchés qui peut être exploité. Service pour les questions sous le tapis. C'est un peu mon expression, là, mais une question sous le tapis, là, c'est qu'au quotidien, combien de gens vont vous poser des quick questions, là, quick question, quick answer. Les gens n'ouvriront pas un dossier dans un cabinet d'avocat pour une quick question. Ils vont la mettre en dessous du tapis. Ils vont dire, on verra ce que ça donne. Mais ça, là, toutes ces questions juridiques-là qu'on met en dessous du tapis, à un moment donné, le tapis devient pas mal saturé. Hein? Bien, ça, c'est un marché qui est peut-être à exploiter. Comment on peut fournir des services professionnels qui permettent de répondre aux quick questions puis de prévenir les litiges dans ce contexte-là, parce qu'on informe les citoyens dès qu'ils ont un réflexe de se questionner sur leur situation juridique. Ça, c'était le marché du citoyen et de l'entreprise. Allons vers le marché des avocats. Les avocats, là, c'est un véritable marché. Par exemple, nous, on a développé une plateforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de gestion de cabinet d'avocats
Elle est mise en place chez Véro Dufresne Avocat actuellement, qui est mon bureau. Elle fonctionne bien, donc on a l'objectif de le commercialiser. Donc le marché auquel on s'attaque, c'est le marché des cabinets d'avocats. On peut intervenir auprès des professionnels du droit pour uniformiser, normaliser, automatiser des procédés à l'interne. Ça peut être une option, une opportunité d'affaires. L'intégration des clouds dans l'entreprise, dans les cabinets d'avocats. Il y a le guide des pratiques en matière de technologie de l'information qui est développé par le barreau. On s'est déjà intéressé à la migration des données vers des clouds, mais ça, c'est des domaines dans lesquels qui pourraient vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Développer une offre de services en ligne également. Ça, l'avenir du droit, je suis convaincu qu'elle va passer par des services en ligne. Évidemment, il va toujours rester des gros cabinets comme Fasken, Stackman, etc., qui vont rencontrer leurs clients. Ça va toujours demeurer une offre une attente du marché. Mais il y a quand même une bonne partie de la population qui, eux, tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est d'avoir un écran d'ordinateur, puis ils ne se cassent pas la tête, ils puissent rencontrer un avocat en ligne, échanger les documents, faire traiter leur dossier sans même se déplacer, dans le confort de leur salon. Puis également, on en a parlé encore tout à l'heure dans une des conférences, consultant en intégration des technologies, parce que les cabinets d'avocats sont souvent dirigés par des avocats un petit peu plus âgés qui ne maîtrisent pas les technologies, donc ne sont peut-être pas prêts à faire face au virage technologique de la profession. Donc, les jeunes avocats, on maîtrise souvent la technologie bien mieux qu'eux. Est-ce que ce n'est pas possible de devenir consultant, de donner de la formation à l'interne dans les cabinets? C'est un autre marché qui s'offre à vous, ça. Également, le marché des legal tech. Ça, le legal tech pur, là, ici, on a les trois marchés en passant le petit diagramme. Là. Le legal tech pur, c'est de la recherche et développement. Pourquoi dans le domaine pharmaceutique, il y a des gens qui vont investir des centaines de milliers de dollars, voire des millions, pour développer des vaccins? C'est parce que s'ils trouvent la recette, ils vont faire de l'argent avec ça. C'est un marché. En matière juridique, de développer des technologies juridiques peut être en soi un marché. Mais évidemment, le marché legal tech, là, ça s'applique un peu, ça s'entrecoupe avec les autres marchés parce que, bon, on peut intégrer le legal tech dans le marché du citoyen, le legal tech dans le marché de l'avocat. Mais voici certains exemples de technologies qui peuvent être développées, l'intelligence artificielle, les applications mobiles. Aujourd'hui, on a tous un téléphone mobile, il y a plein d'applications là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas penser que le juridique, il y a de la place pour avoir une application mobile, que ce soit des jeux pour éduquer le citoyen, plateforme d'échange pour des quick questions, justement. En fait, on peut aller aussi loin. Il y a tellement de possibilités en matière de technologie. C'est juste de s'asseoir et de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Donc, l'entrepreneuriat, ça permet d'innover parce qu'on est libre de toute contrainte. Quand on fait cavalier seul, on a notre entreprise, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça accélère le virage technologique de notre profession. Ce n'est pas les grands cabinets là, qui vont en premier faire changer les choses. Ce sont les jeunes avocats comme vous et moi qui vont prendre les devants, qui vont partir des nouvelles business, essayer des choses. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. On va en apprendre de nos erreurs. Puis éventuellement, les choses vont changer plus vite. Une particularité, j'échange avec beaucoup de gens sur le domaine des technologies. D'autres sont conscients des opportunités qu'offre le marché des avocats, le marché juridique. On peut penser à des consultants en technologie, des programmeurs qui voient les opportunités et qui vont les développer si nous, on ne le fait pas. Actuellement, le marché des avocats, l'avocat est au premier plan. C'est une prestation de service juridique qui engage une équipe d'avocats pour l'assister et le citoyen, il trouve son compte. Si on attend trop avant d'innover, ce sera des compagnies de technologie qui vont chapeauter des projets, posséder des entreprises, vont engager des avocats qui vont ensuite desservir le citoyen. Donc, il faut agir vers un virage technologique de notre profession
faut prendre des initiatives avant que les autres le fassent à notre place. Donc, c'est un peu le topo. Merci. J'ai une période de questions. Si jamais il y en a qui veulent échanger, là, je crois que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Pas de questions? Il nous reste 5 minutes de questions. C'est ça. Il reste 5 minutes de questions. Non? Oui? Bien, c'est un facilitateur, évidemment, que... Bon, j'ai assisté à une conférence récemment sur l'intelligence artificielle, puis c'était un petit peu dramatique, là, parce qu'on sentait que les avocats, n'auraient plus rien à faire dans peu de temps, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, la technologie ne prendra pas le contrôle de la profession, puis ne remplacera pas les valeurs humaines, la sensibilité, l'empathie qu'on doit avoir envers les clients. Non, ça va être un facilitateur pour, par exemple, diminuer les coûts d'exploitation de notre entreprise. Donc, limiter peut-être la facturation au client. Ça peut être bénéfique pour tout simplement accélérer le traitement de certaines données, comme la recherche de jurisprudence. Donc, il ne faut pas penser que la technologie va nous remplacer dans la relation humaine, mais nécessairement, ça va être un facilitateur. Puis, j'irais peut-être lancer peut-être une observation suite à votre question. Lorsqu'on achète en ligne, là, on n'a pas de contact avec notre vendeur. Hein. Petitecréance.ca, on achète des services juridiques en ligne. Quand on sait que l'avocat et le client, c'est une relation qui est in-to-to personnelle, comment on fait dans cette nouvelle réalité-là qui est le web et la technologie pour maintenir cette relation-là qui est in-to-to personnelle? Bien, il faut peut-être se dire que les gens sont de moins en moins axés vers la relation in-to-to personnelle pour certains types de dossiers. Comme les petites créances, par exemple. Bien, les gens veulent un avocat, ils veulent un coach pour les aider, mais si ça se fait en ligne, c'est pas si grave parce que, bon, ça va toujours être mieux que rien. Ou ça va toujours être moins pire, moins cher qu'aller voir un avocat dans son bureau. Donc, c'est un peu ça, là. C'est que la technologie va toujours rester un facilitateur, je crois, là. Oui? Oui, tout à fait aussi, c'est vrai ça. Et ce que Madame dit, c'est que si on est libéré de certaines tâches, on va peut-être pouvoir davantage se rapprocher de notre client, avoir plus de temps pour se rapprocher de notre client. Effectivement, je pense que c'est une bonne observation. C'est sûr que si on parle de services juridiques en ligne, là, on s'éloigne toujours un peu de la relation avocat-client traditionnelle. Puis, quand je prends votre question, ça s'inscrit, quand on analyse votre question dans le contexte d'exploiter des services juridiques en ligne, ben c'est un petit peu différent, par exemple. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, les attentes des clients dans certains domaines de droit, c'est moins une attente de proximité, peut-être. On peut le penser, là. Le consommateur est rendu là, avec l'arrivée du web, puis le commerce en ligne. Oui? Bien, effectivement, je vous dirais que non. Mais c'était une de nos craintes, par contre. D'ailleurs, c'est pour ça que le domaine conservateur, dans ma conférence, c'est un facteur de résistance. On s'interroge toujours sur comment la communauté juridique va accueillir mon projet, qui est un peu différent, innovateur. Mais ce qu'on a décidé de faire chez petitecréance.ca, c'est de l'intégrer par phases successives, un peu comme je le disais. Implanter graduellement son projet. C'est comme un élastique, en fait. Si moi, mon objectif, c'est de tirer mon élastique à 30 cm,
Je ne l'étirerai pas à 30 cm du premier coup parce qu'il va péter. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 10 cm. Je vais l'étirer comme ça. Après ça, à 20. Puis quand je vais tomber à 30, là, il va être bien réchauffé. C'est un peu ça, tu sais. Il faut toujours comprendre que le marché, en fait, la communauté juridique, c'est des humains, évidemment. On ne peut pas leur demander d'accueillir positivement un projet comme l'intelligence artificielle demain matin parce qu'il va y avoir trop de remises en question. Donc, peut-être une stratégie, c'est d'être simplement plus prudent dans l'implantation de son projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, petitecréance.ca, c'est des services forfaitaires d'accompagnement juridique. Donc, c'est des prix selon les étapes du dossier, là, parce qu'on fait des mises en demeure, demande à la cour, contestation, préparation au procès, donc coaching. Ce sont tous des prix forfaitaires. Donc là, il y a certains, puis la question qu'on se fait souvent poser, c'est comment tu fais pour faire de l'argent avec ça? Parce que les prix ne sont pas nécessairement très élevés. Mais en même temps, il y a des dossiers qui sont tellement simples pour un avocat à traiter que ça vient compenser pour les dossiers qui sont plus complexes. Puis également, quand on intègre la technologie puis l'automatisation des procédés dans sa pratique, on se rend compte à quel point on peut sauver beaucoup de temps pour traiter un dossier. Il y a des applications qui rédigent automatiquement des lettres de mise en demeure. Il n'y a même pas d'avocat qui intervient. Fait que quelque part, l'automatisation permet effectivement de rentabiliser des projets, même si on fait un compromis sur les coûts de nos services, pour faciliter l'accès à la justice. D'autres questions? Oui? C'est quoi la considération de l'erreur technologique? Parce qu'on parle de l'erreur humaine, mais l'automatisation des systèmes, ça laisse aussi place au bug. La considération là-dedans, c'est... Ma perception, c'est que l'avocat devra toujours réviser ce qui se fait, ce qui est automatisé. Quand on parle justement de l'intelligence, oui, merci, c'est bien. Alors, tant que l'avocat va jouer un rôle proactif et va contrôler ces technologies, bien, on va limiter les erreurs. Parce qu'effectivement, si on implante les technologies demain matin et tout se fait tout seul, on n'aura plus besoin de nous. Mais non, il faut toujours réviser ce qui va se faire, évidemment. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de l'erreur. Hein. Il n'y a jamais rien de garanti, mais même l'être humain, l'avocat, derrière la cravate, n'est pas à l'abri de l'erreur. Donc, bonne observation. Merci. C'est bon? Alors, plaisir. Merci.